Si quelqu'un avait effacé de l'histoire des milliers de mines, des centaines d'outils, des routes d'échange qui traversèrent les continents et l'une des expériences métallurgiques les plus anciennes des Amériques, cela serait traité comme un scandale historique. Dans le lac supérieur, cela a presque échappé à l'attention. Sous des forêts froides, des pentes couvertes de mousse et des îles qui semblent aujourd'hui intactes, existe une trace matérielle difficile à ignorer. Des puits creusés dans la roche, des marteaux de pierre abandonnés, des masses de cuivre arrachées du sol et une question qui dérange, parce qu'elle détruit l'idée confortable d'une préhistoire trop simple. Qui a commencé à exploiter ce cuivre des milliers d'années avant l'exploitation minière industrielle? Et pourquoi cette histoire apparaît-elle encore si peu dans les documentaires courants? Ce qui rend cette énigme encore plus troublante est qu'elle ne commence pas par une légende, mais par une géologie réelle. La région du rift du continent moyen, autour du lac supérieur, est l'un des endroits les plus remarquables de la planète quand il s'agit de cuivre natif. Ce métal trouvé dans un état presque pur, au lieu d'être piégé dans les sulfures, comme cela se produit beaucoup plus fréquemment dans la nature. En termes pratiques, cela signifie que les peuples anciens n'avaient pas besoin de maîtriser la fonte pour reconnaître la valeur du matériau. Le cuivre pouvait apparaître dans des veines exposées, dans des masses près de la surface, dans les zones côtières et dans les fractures de la roche. Cette singularité géologique ne résout pas le mystère, elle l'aggrave. Parce que si le métal était là, accessible et visible, alors le vrai problème n'est pas d'imaginer comment quelqu'un l'a trouvé. Le vrai problème est d'accepter depuis combien de temps il a été exploité, à quelle échelle cela s'est produit et pourquoi nous résistons encore tant à mener cette histoire à ses dernières conséquences intellectuelles. Pendant longtemps, le regard moderne a vu ces marques anciennes et a préféré inventer des explications exotiques plutôt que de reconnaître la sophistication des peuples autochtones nord-américains. Les interprétations du XIXe siècle et du début du XXe siècle ont attribué cette production de cuivre à des peuples du Vieux Monde, Phéniciens, Vikings, navigateurs européens imaginaires. Parce que beaucoup d'observateurs de l'époque n'admettaient simplement pas que les sociétés autochtones puissent avoir créé une tradition technologique aussi complexe. Le problème est que l'archéologie n'a confirmé aucune de ces fantasies. Ce que les données soutiennent réellement est quelque chose à la fois moins spectaculaire pour l'imagination conspiratoire et beaucoup plus révolutionnaire pour l'histoire. Les premiers mineurs de ce cuivre étaient autochtones, les ancêtres des peuples autochtones de la région. Et cela change complètement la question. L'énigme n'est plus « quelle civilisation perdue a fait cela ?», mais plutôt « pourquoi tant de gens ont-ils préféré chercher des intrus mystérieux au lieu de faire face à la capacité technique, logistique et symbolique de ces groupes ?» Le paysage le plus troublant de cette histoire se trouve à Isle-Royale et dans la péninsule de Keweenaw. Plus de 1000 puits attribués à des mineurs autochtones ont déjà été identifiés à Isle-Royale, particulièrement le long de Minong Ridge. Le district de Minong réunit l'une des plus grandes et mieux préservées concentrations d'exploitation minière ancestrale jamais étudiée. Il ne s'agit pas d'un détail isolé, ni d'un objet curieux trouvé par hasard. Il s'agit d'un paysage entier, altéré par l'activité humaine bien avant l'ère industrielle. Au XIXe siècle, les mineurs euro-américains ont rapidement perçu que quelqu'un avait travaillé là avant eux. Dans plusieurs cas, ils ont utilisé ces anciennes excavations comme guides pour leurs propres projets. Et c'est ici qu'apparaît une autre couche inconfortable. L'histoire a été partiellement détruite au moment où elle a commencé à être redécouverte. Les explorateurs et mineurs du XIXe siècle ont utilisé ces anciennes cavités comme référence pour ouvrir des mines beaucoup plus grandes et, dans ce processus, ont détruit une partie du registre archéologique laissé par les travailleurs préhistoriques. C'est-à-dire que le passé n'a pas seulement été oublié, il a été littéralement creusé par-dessus. Mais la question qui retient vraiment le spectateur n'est pas seulement qui étaient ces mineurs, c'est quand tout cela a commencé.
Et ici, l'histoire cesse d'être inconfortable pour devenir explosive. L'exploitation autochtone du cuivre à Isle-Royale remonte à au moins environ 2500 ans avant le Christ. D'autres synthèses indiquent des occupations liées à l'exploitation minière archaïque il y a plus de 4500 ans sur l'île. Mais des recherches plus récentes ont repoussé cette chronologie encore plus loin dans le temps. Les analyses géochimiques des sédiments lacustres près des mines suggèrent une activité minière à Isle-Royale entre environ 6500 et 5400 ans auparavant. Dans les zones autour du lac supérieur, certains indices pointent vers l'exploitation minière, déjà autour de 9500 ans auparavant. La tradition du soi-disant Old Copper peut avoir commencé entre approximativement 7500 et 26 180 ans avant le présent, et s'est terminée entre environ 4800 et 4190 ans avant le présent. Il n'y a pas de consensus absolu sur la date exacte du début. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que nous traitons d'une antiquité beaucoup plus grande que ce que la plupart des gens imaginent quand ils pensent à l'exploitation minière aux Amériques. Et alors surgit l'image que presque personne n'oublie après l'avoir connue. Des êtres humains traversant l'un des environnements les plus rigoureux de l'Amérique du Nord. Atteignant des îles froides dans le lac supérieur, identifiant des veines de cuivre, creusant des puits, extrayant des masses métalliques et revenant à plusieurs reprises au même territoire au cours des siècles. Les premières méthodes impliquaient l'utilisation de cailloux arrondis de la plage comme marteaux pour frapper la roche et libérer le cuivre. Des milliers de marteaux cannelés ont été trouvés autour de ces anciennes cavités. Une partie de la littérature archéologique considère également comme plausible l'utilisation de techniques de chauffage et de refroidissement de la roche pour faciliter la fracture. Rien de tout cela ne nécessite d'imaginer des machines impossibles ou une technologie avant son temps. Cela nécessite quelque chose qui est peut-être plus difficile à admettre. La planification, la connaissance écologique, la mobilité saisonnière, la transmission du savoir technique et la persistance au cours des générations. L'inconfort est là, parce que la vision simplifiée du chasseur-cueilleur des chasseurs du chasseur-cueilleur primitif s'effondre quand elle est qu'elle est confrontée à des gens capables d'organiser ce type d'exploitation minière bien avant que la narrative populaire ne le permet généralement. Mais l'échelle de ce monde ancien devient encore plus grande quand nous suivons le cuivre après qu'il quitte la mine. Des artefacts produits avec du cuivre du lac supérieur ont circulé bien au-delà de la zone d'extraction et ont atteint les États du Sud, des Grands Lacs et la Nouvelle-Angleterre. Le soi-disant Old Copper comprend une variété impressionnante d'objets, haches, herminettes, pointes de projectiles, couteaux, perceuses, hameçons de pêche, harpons et ornements. Cela signifie que l'exploitation minière n'était pas une curiosité locale perdue au milieu de la forêt. Elle faisait partie de réseaux de circulation, d'utilisation et de valeurs sociales qui reliaient des paysages distants. Et c'est ici qu'apparaît une contradiction fascinante. Plus le cuivre circule, moins il correspond à l'idée de groupes isolés et technologiquement statiques. En même temps, il n'y a pas de base pour imaginer une opération industrielle centralisée au sens moderne, parce que l'activité s'est étendue sur de longues périodes et a probablement fait partie des cycles annuels de chasse, de pêche et de cueillette. En d'autres termes, le tableau le plus plausible n'est pas celui d'une super-civilisation perdue, mais celui de sociétés mobiles, expérimentées et hautement adaptées, capables d'intégrer l'exploitation minière, la subsistance, le déplacement et l'échange dans une logique propre, bien antérieure à l'écriture européenne dans la région. Et puis, nous arrivons au point où le sujet est généralement capturé par le sensationnalisme. Combien de cuivre a été extrait de là? C'est ici que beaucoup de gens abandonnent l'archéologie et se plongent dans des chiffres grandioses, des théories de commerce transocéanique et des histoires de métal disparues. Le problème est que la partie la plus sérieuse de la littérature ne permet pas cette facilité. Il y a eu
des estimations très élevées pour la quantité de cuivre extraite à la préhistoire, y compris des chiffres répétés à l'exhaustion dans des versions plus spectaculaires de l'histoire. Mais le volume réel reste inconnu. Il n'existe pas d'études complètes qui permettent de calculer avec certitude le total du cuivre retiré des mines préhistoriques. Cela change complètement le focus. Le mystère central n'est pas qui a volé des milliards de livres de cuivre, comme le font certains programmes sensationnalistes. Le vrai mystère est pourquoi un ensemble si vaste de vestiges coexiste encore avec une telle incertitude quantitative. Une partie de la réponse réside dans la destruction même du registre. Des objets collectés sans contexte, des artefacts fondus par des colons, des excavations anciennes mal documentées, des mines historiques qui ont coupé les anciennes, des collections privées inaccessibles et une chronologie qui n'a commencé à être recalculée que récemment avec des outils plus rigoureux. Le cuivre n'a pas disparu magiquement. Ce qui a disparu, dans de nombreux cas, c'est la qualité des preuves disponibles pour reconstruire tout le processus avec précision. Mais peut-être que l'aspect le plus étrange de tous n'est pas le début de cette tradition. Peut-être est-ce son déclin. Dans de nombreuses parties du monde, quand une société commence à travailler le métal, la trajectoire générale semble linéaire. Plus de métal, plus de spécialisation, plus de dépendance technologique. Dans la région du lac supérieur, l'histoire semble avoir suivi un chemin beaucoup moins intuitif. Les nouvelles données suggèrent que la tradition du cuivre utilitaire peut être plus ancienne et aussi plus courte qu'on ne l'a pensé. Les expériences avec des répliques indiquent que les couteaux de pierre peuvent être initialement plus tranchants que les couteaux de cuivre natifs, tandis que le cuivre offre une plus grande durabilité, mais pas une supériorité fonctionnelle si claire qu'elle justifierait seule son coût de production. L'abandon relatif des outils utilitaires en métal en Amérique du Nord ne semble pas avoir une cause unique. Des facteurs démographiques, sociaux et fonctionnels peuvent avoir agi ensemble. Certains archéologues en arrivent eux-mêmes à décrire ce processus comme un possible accident de l'histoire. Soudain, l'énigme change encore une fois. Il ne s'agit plus seulement de découvrir qui a exploité. Il s'agit de comprendre pourquoi l'une des expériences métallurgiques les plus anciennes du continent n'a pas évolué de la manière que notre imagination linéaire s'attend à ce qu'une technologie évolue. Et comme si cela ne suffisait pas, il existe l'hypothèse climatique. Les registres de sédiments, les anneaux d'arbres et d'autres indicateurs suggèrent une période prolongée de sécheresse dans la région autour de 5000 ans auparavant. Quelque chose qui peut avoir provoqué des altérations écologiques et sociales capables d'affecter le temps, l'énergie et l'organisation nécessaires pour soutenir la production d'outils en cuivre à grande échelle. Cette interprétation est encore débattue. Il n'y a pas de consensus absolu sur le poids exact du climat dans l'affaiblissement de cette tradition. Mais le simple fait que cette hypothèse soit plausible est déjà remarquable, car elle transforme le cuivre du lac supérieur en quelque chose de plus qu'une curiosité archéologique. Il devient un point de rencontre entre la géologie profonde, l'adaptation humaine, l'économie préhistorique et la vulnérabilité environnementale. L'image romantique du mystère enterré devient petite face à cela. Ce qui est enterré là n'est pas seulement du cuivre. C'est une histoire d'innovation qui a peut-être dépend d'un équilibre écologique trop délicat pour durer éternellement. Il y a un autre détail qui intensifie cet inconfort. On sait très peu de choses sur la vie quotidienne des premiers mineurs d'Isle Royale, parce que presque aucun site habité clairement associé à la phase initiale de l'exploitation minière n'a été identifié sur l'île. Cela signifie que nous voyons les forts, mais rarement les gens dans leur totalité. Nous voyons les puits, mais n'entendons pas leur voix. Nous voyons les marteaux, mais ne connaissons pas clairement les règles sociales qui organisèrent le travail. Nous voyons le cuivre voyager sur de longues distances, mais ne pouvons pas toujours reconstruire chaque lien de ce réseau. Ce type de silence archéologique est dangereux pour l'imagination, car il invite à la fois à la recherche sérieuse et au délire. Et c'est précisément pour cela que ce sujet est si puissant. Il offre trop de preuves pour être rejeté et des lacunes suffisantes
pour continuer à nous déranger. Peu de sujets maintiennent cet équilibre avec autant de force. S'il existe une idée capable de renverser l'interprétation de ce sujet, c'est celle-ci. La grande erreur a peut-être jamais été de sous-estimer le mystère, mais plutôt de sous-estimer les véritables gens derrière lui. Tous les artefacts pré-contact récupérés à Keweenaw et Isle-Royale reflètent les modèles, les techniques et les styles autochtones d'Amérique du Nord et ne correspondent pas aux objets européens. Il n'y a pas de preuves archéologiques soutenant les théories sur les Phéniciens, les Vikings ou d'autres civilisations du Vieux Monde comme auteurs de cette exploitation minière préhistorique. Cela oblige le spectateur à abandonner une solution séduisante, mais fausse, pour faire face à quelque chose de plus difficile. Les peuples autochtones des Grands Lacs ne faisaient pas que survivre dans un environnement rigoureux. Ils expérimentaient des matériaux, organisaient l'extraction, fabriquaient des outils, définissaient des usages symboliques et connectaient les territoires par la circulation du cuivre très tôt dans l'histoire continentale. Quand cette prise de conscience s'opère, l'énigme devient plus grande, non plus petite. Parce que alors, la question cesse d'être « comment cela serait-il possible ?» et devient « pourquoi cet exploit est-il encore traité comme une note de bas de page ?» C'est peut-être pour cela que le lac supérieur continue de produire la sensation rare d'une défaillance de l'algorithme, comme si un morceau de préhistoire sérieuse, documentée et intellectuellement dangereuse avait échappé à la programmation normale des documentaires. Parce que tout ici défie les attentes à la fois. Les mines sont réelles, les puits existent, les marteaux existent, les datations poussent la chronologie dans un passé profond, les réseaux d'échanges ont existé. L'auteur autochtone est l'explication soutenue par l'archéologie. Et néanmoins, nous sommes toujours confrontés à des questions ouvertes sur l'échelle, la durée, l'organisation, le déclin et la quantification. Il n'y a pas de consensus absolu sur tous les détails. Il y a des hypothèses fortes, des modèles de plus en plus meilleurs et des preuves matérielles solides, mais il n'existe pas de narrative complètement fermée. Et c'est peut-être l'aspect le plus troublant de tous. Nous ne regardons pas une fraude exposée ni un puzzle résolu. Nous regardons un chapitre entier de l'histoire humaine qui a déjà été trop grand pour être effacé et, néanmoins, a remained incomplet, assez pour continuer à nous hanter. Finalement, la question la plus troublante n'est peut-être pas qui a exploité le cuivre du lac supérieur il y a des milliers d'années. L'archéologie offre déjà une réponse robuste. C'étaient les peuples autochtones de la région, ancêtres des autochtones nord-américains et non des visiteurs fantômes venus d'un autre continent. Ce qui reste ouvert est quelque chose de plus profond et peut-être plus inconfortable. Exactement combien ont-ils extrait? Comment ont-ils organisé ce travail au cours de tant de siècles? Pourquoi cette tradition a-t-elle atteint une telle importance et a ensuite changé de fonction? Combien de preuves ont disparu quand l'exploitation minière moderne a avancé sur les anciennes cavités? Et combien de conclusions erronées sont nées simplement parce que les observateurs ultérieurs ont préféré imaginer une race perdue plutôt que de reconnaître l'ingéniosité de ceux qui étaient réellement là? Sous le sol froid d'Isle-Royale et des rives du lac supérieur, le cuivre continue où il a toujours été. Ce que nous n'avons pas encore pu extraire complètement, c'est l'histoire. Et c'est peut-être le mystère qui n'est pas encore terminé.